Bonjour Aîné Bussac, Bonjour Philippe. merci de m'accorder cet entretien. Avec plaisir. Bon, alors Aîné Bussac, vous êtes un spécialiste des monnaies et des registres numériques. À ce titre, vous avez écrit plusieurs ouvrages sur ces sujets. Vous êtes entrepreneur, vous êtes enseignant, vous habitez en Allemagne depuis près de 15 ans d'ailleurs, vous avez la double nationalité française et allemande. Et vous allez nous parler, entre autres, du Bitcoin, des crypto-monnaies et de l'euro numérique. Alors pour commencer, pouvez-vous nous dire quelles sont les différences majeures qu'il y a entre la famille des crypto-monnaies et l'euro numérique? Ouh là là, voilà une question. Euh, les crypto-monnaies, en fait, ce sont des monnaies numériques. Le terme monnaie numérique, c'est vraiment le terme qui englobe toutes ces monnaies. Bon, je pense que c'est facile à comprendre, monnaie numérique, qui est donc disponible que sous forme numérique. Et les crypto-monnaies, ce sont des monnaies numériques qui ont un fonctionnement décentralisé, au moins en principe. Donc, c'est des monnaies qui sont souvent émises par des personnes, des institutions qui ne sont pas toujours identifiées. C'est notamment le cas de Bitcoin, et qui échappent au contrôle des banques ou des États. Alors que l'euro numérique, ce sera une monnaie numérique qui est en train d'être élaborée par la BCE, mais évidemment, elle sera centralisée, enfin, elle aura un fonctionnement centralisé et elle sera contrôlée, émise par la BCE, qui vient d'ailleurs d'annoncer cette semaine qu'ils allaient déclarer définitivement ce qui vont, enfin, comment dire, leur plan, leur programme du lancement de l'euro numérique l'année prochaine. Alors, ils ont juste dit 2025, donc c'est un peu vague, mais voilà, on saura s'ils vont mettre en place l'euro numérique, sachant qu'il est possible qu'ils ne le mettent pas en place non plus. Alors c'est un projet qui est normalement prévu pour la fin, qui était annoncé pour la fin 2025, voire début 2026, et qui est en phase test en quelque sorte, si j'ai bien Oui, oui, compris. depuis 2020, ils travaillent dessus. Bon, on sait tous que depuis 2020, il s'est passé pas mal de choses qui a occupé les esprits et la BCE, donc le projet a été repoussé. Il faut bien comprendre aussi que c'est un projet quand même très ambitieux parce qu'il s'agit de la monnaie de 20 pays. Et il y a des questions derrière fondamentales de souveraineté, de protection de la vie privée, de contrôle, et puis des questions techniques, bien sûr. Hein. Vous imaginez, il y a des dizaines de milliers de paiements chaque seconde dans la zone euro, et donc faut que ça fonctionne. Le système actuel, il est relativement complexe, mais on ne le voit pas en tant que consommateur. Donc, quand on fait un paiement, on ne se rend pas compte de ce qu'il y a derrière, mais c'est un système assez complexe, mais qui fonctionne avec ses inconvénients et ses avantages, comme tout système. Et là, mettre en place l'euro numérique, c'est en tout cas un vrai défi qui est ralenti probablement aussi par la victoire de Donald Trump, parce qu'on sait qu'il n'est pas du tout favorable à un dollar numérique. Donc, puisqu'on a tendance à suivre les États-Unis, il est Mhm. probable que l'euro numérique, bon, ça on sait qu'il sera de toute façon retardé à 2028 pour l'instant, c'est la date qu'on entend. Mais il y a une possibilité qu'il soit complètement annulé ou en tout cas reporté au calendrier grec, et ça on le saura l'année prochaine. Donc le Bitcoin, vous allez nous parler bien évidemment du Bitcoin, mais le Bitcoin fait partie de la famille des crypto-monnaies, c'est bien ça. Oui, oui, tout à fait. Et il y a une grosse différence, si j'ai bien compris, c'est en fait qui émet en fait ces fameuses crypto-monnaies. Si on prend l'euro numérique ou dans la famille, je ne sais pas comment on peut les appeler, des monnaies On appelle numériques. ça des MNBC, monnaie numérique de banque centrale, tout Ah simplement. ok. Donc ça veut dire quand même que d'un côté on a des banques, des institutionnels qui pourraient émettre de la monnaie numérique, comme la BCE avec l'euro numérique, et de l'autre côté c'est la famille des crypto-monnaies, où là c'est un monde, je dirais, un petit peu anarchique quelque part. Comment est régi, parce que c'est ça un petit peu la nébuleuse des crypto-monnaies, c'est qui en fait qui est derrière c'est l'émission de ces fameuses monnaies numériques, dont le Bitcoin, et vous pouvez peut-être prendre l'exemple du Bitcoin pour nous éclairer, mais on a l'impression comme ça, vu d'une fenêtre de néophyte, qu'il y a vraiment ce monde quelque part institutionnel qui peut garantir un certain nombre de choses dans ces fameuses monnaies numériques, et puis un monde un peu plus, encore une fois, anarchique, où il y a les crypto-monnaies, où c'est un petit peu la loi de la jungle, entre guillemets, régie par le côté spéculatif. Voilà, est-ce que vous pouvez nous apporter vraiment un éclairage là-dessus?
Alors, les crypto-monnaies, c'est vraiment effectivement des actifs, pour parler, pour utiliser un terme assez neutre, qui sont émises par tout un chacun. Enfin, si ça vous amuse, vous pouvez créer votre crypto-monnaie demain sur Solana ou sur Binance, et donc au marché lui donner une valeur. À la fin, c'est un programme, hein, et c'est un programme avec des unités de compte qui sont donc ce qu'on appelle des coins en anglais et qui sont gérés sur un registre numérique qui est généralement une blockchain dans 99% des cas. Les crypto-monnaies, c'est vraiment une espèce de bac à sable numérique sur la gestion de la valeur, qui sont nées vraiment avec l'apparition du Bitcoin début 2009, en pleine crise des subprimes. Et donc, on soupçonne que le Bitcoin a été créé comme réaction aux abus du système actuel, qu'on appelle tout simplement le système des monnaies fiduciaires, où les États et les banques centrales et les États s'arrogent le contrôle de la monnaie, tant l'émission de la monnaie que le prix de la monnaie, c'est-à-dire ce qu'on appelle le taux d'intérêt. C'est des banques centrales qui déterminent ce qu'ils appellent les taux directeurs, donc qui sont des taux d'intérêt, mais des banques centrales. Et donc, ils nous disent, la monnaie aujourd'hui, elle est à 3%, mais demain, elle sera peut-être à 4 ou à 2,5 ou à 0,5. C'est elle qui détermine quelque chose qui, selon certains économistes dont je fais partie, devrait être déterminé en fait par le marché. Donc, des gens ont voulu remettre ça en question et ont créé le Bitcoin. Donc, l'origine du Bitcoin est assez, comment dire, difficile à connaître parce qu'on ne sait pas exactement qui est derrière. Il y a l'acronyme Satoshi Nakamoto, on ne sait pas qui c'est. C'est peut-être un groupe de personnes, c'est peut-être la NSA, c'est peut-être une seule personne, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça a été créé euh, en toute confidentialité au début, et puis ça s'est propagé, et on a vu que le système fonctionnait. Et à la fin, le Bitcoin, c'est un système informatique qui tourne avec des règles extrêmement précises, avec un niveau de sécurité extrêmement précis, avec des nouvelles idées, comme le fait qu'on peut euh, partager le registre numérique qui liste toutes les transactions entre des milliers et des milliers de participants. Donc en fait, vous pouvez voir toutes les transactions et ça renforce la sécurité du système parce que il faudrait que tous ces gens se coordonnent pour comment dire, se mettre d'accord sur une vérité parallèle et qui serait la nouvelle vérité du système. Mais en fait, tous les gens partagent la même vérité qui est la vérité du système. Et du coup, ça lui donne énormément de valeur parce que on arrive à avoir un système partagé, toujours à jour, extrêmement sûr, qui permet de gérer la valeur, donc des bitcoins. Et le marché, en tout cas, donne une valeur extrêmement élevée à ce système parce que le bitcoin vient de dépasser les 100 000. Là, il est Hmm. retombé parce que les investisseurs prennent leur profit régulièrement, c'est normal. Mais c'est historique ce qui se passe là. C'est-à-dire que le bitcoin a atteint, même en euros d'ailleurs, hein, on a même atteint les 100 000 euros. C'était là le 4 décembre, hein, c'est tout récent. Et c'est quelque chose qui a été largement poussé, on pourrait revenir par la victoire de Donald Trump, est Ouais. très favorable aux crypto-monnaies, mais qui s'explique vraiment par le système du Bitcoin, qui est vraiment un système absolument pas manipulable. Et c'est ça le facteur clé. Contrairement à toutes les monnaies fiduciaires qui sont émises, comme je le disais, par les banques centrales et donc indirectement les gouvernements, le Bitcoin, c'est toujours la même chose, c'est prévisible, on sait combien de Bitcoin vont être émis, on sait comment ils vont être répartis. Et donc, cette prévisibilité et impossibilité de manipuler le système, le marché y voit une grande valeur et c'est pour ça que le Bitcoin à lui seul représente 55% du marché des crypto-monnaies en capitalisation, sachant qu'il y a, si on regarde le site de référence, à peu près 2,4 millions de crypto-monnaies. Pardon, combien? Excusez-moi. Excusez-moi. 2,4 millions, d'après le 2,4 marché, millions de d'après le site de crypto-monnaies référence. Ouais. sur le marché. C'est incroyable ça. Voilà. En ce moment, parce il y en a plein qui meurent, enfin qui Oui, oui. disparaissent, il y en a plein qui sont créés, mais en ce moment, si vous regardez le site de référence, vous en trouvez 2,4 millions. Chacun essaye de faire sa fortune en fait, en quelque sorte, en lançant sa propre crypto-monnaie. Ouais, en fait, l'idée, c'est que la proposition de Bitcoin, c'est de mettre en place ce qu'ils appellent un système de paiement en pair à pair, un système de paiement électronique en pair à pair, donc de pair à pair, c'est-à-dire sans institution entre les personnes. Et Bitcoin le fait extrêmement bien. Donc pour que les autres systèmes puissent prospérer, il faut que soit ils fassent la même chose que Bitcoin, mais en mieux, parce que Bitcoin a aussi ses défauts, soit qu'ils proposent quelque chose d'un peu différent. Et donc, on a des clones de Bitcoin qui valent beaucoup moins, mais peut-être que certains connaissent, qui s'appellent Bitcoin Cash, Bitcoin Diamond, Litecoin, etc. Ou même le Monero, le Dash, le Zcash.
qui sont des propositions alternatives au Bitcoin ou des copies, mais qui valent beaucoup moins parce que le Bitcoin remplit bien cette fonction. Et ou alors, on a des propositions assez différentes, comme la deuxième crypto-monnaie qui s'appelle Ethereum, qui a proposé en fait il y a 10 ans, en 2014, le concept d'une blockchain programmable. C'est-à-dire, non seulement vous pouvez échanger de la monnaie, mais en plus vous pouvez la programmer. Et donc vous pouvez Mm. avoir des applications qui intègrent par essence la monnaie et mettre entre guillemets de la monnaie partout dans tout ce que vous faites, sans devoir passer par un système parallèle qui est aujourd'hui le système SEPA qu'on a en Europe pour Mm. gérer les transactions. Là, vous avez directement la monnaie dans tout ce que vous faites. Et du coup, vous pouvez avoir des interactions extrêmement fluides et des choses intéressantes pour programmer en fait la monnaie, ce qui est un concept assez novateur qui pourra peut-être être repris d'ailleurs par l'euro numérique, mais pour l'instant, ils n'ont pas Mm, annoncé. mm, mm. Cette fonction de programmation, vous allez bien évidemment nous l'expliquer, hein, parce que je pense que c'est, enfin je crois, d'après mes connaissances, que c'est là je dirais, un des points forts de la monnaie numérique. C'est peut-être la valeur ajoutée de la monnaie numérique. On va bien évidemment y revenir. Mais juste un point sur ce qui est en train de se passer sur le marché. Alors vous avez dit que l'élection de Trump avait boosté les crypto-monnaies. Parce que Trump, visiblement, est favorable à ces crypto-monnaies, c'est ça? Oui, tout à fait. Trump, c'est pas nouveau. Quand il était dans son premier mandat, il a qualifié les crypto-monnaies d'escroquerie, hein. Il faut bien se souvenir des choses. De même que Trump a été démocrate à un moment donné, donc les choses changent. Mais bon, parlons de la réalité et de l'actualité. Trump est très favorable aux crypto-monnaies parce qu'il pense que c'est euh, favorable pour son élection et aussi pour les milieux financiers. Il y a une grosse demande aux États-Unis, que ce soit des entreprises ou des particuliers. Par exemple, BlackRock, qui est le premier gérant de fonds sur Mm. Terre, qui gère à peu près 10 000 milliards de dollars, a émis un ETF, donc un produit financier classique, qui réplique le cours du Bitcoin en début d'année, là, en janvier. Et ils ont déjà c'est entre un demi-milliard et un milliard par jour qui affluent sur cet ETF en ce moment. BlackRock a acheté déjà un demi-million de Bitcoin, sachant qu'il n'y a que 20 millions de Bitcoin En en circulation. circulation. Donc, c'est un demi-million sur un million, sur 20 millions, c'est 2,5%, c'est beaucoup. Et parce qu'il y a une demande des clients qui est Mm. extrêmement élevée, et BlackRock y répond et gagne de l'argent là-dessus. Et donc, ils sont évidemment influents. Donc, euh, Trump est en train de nommer des personnes qui sont favorables aux crypto-monnaies. Si le Bitcoin a dépassé 100 000 dollars, c'est qu'il vient de nommer un certain David O. Sachs au Trésor qui est connu pour être très favorable aux crypto-monnaies. La personne, M. Atkins, qui va diriger la SEC aussi. Donc la SEC, c'est l'autorité des marchés financiers américaines qui est aussi très favorable aux crypto-monnaies. Donc il voit, je pense que Trump est opportuniste, je ne pense pas qu'il se lève le matin en pensant à Bitcoin, mais il est opportuniste et il donne des signaux au marché qui sont clairs, Mm. sachant qu'il est en fonction, hein. Donc Mm. non Mm. seulement il nomme des personnalités qui sont favorables aux crypto-monnaies, on sait qu'Elon Musk il le soutient clairement depuis juillet dernier avec l'attentat de Butler en Pennsylvanie, mais il le soutenait aussi avant. Et on sait que Elon Musk, depuis 2021, milite aussi activement pour les crypto-monnaies, soutient la crypto-monnaie Doge. Mm. Ces personnes vont mettre en place des réglementations qui sont favorables aux crypto-monnaies. Et quelque chose de très important, c'est que le Bitcoin va servir d'actif de réserve au Trésor américain, ce qui est comme au même titre que l'or ou des devises étrangères ou des bons du Trésor. Donc, c'est un signal clair qui dit que les États-Unis vont considérer le Bitcoin comme un actif de réserve, entre guillemets, comme un autre. Et c'est fondamental parce que là, ça ouvre la voie vers des investissements assez importants. Et comme il n'y a que 20 millions, c'est pas beaucoup 20 millions, hein. Il n'y a que 20 millions de bitcoins en circulation, il y en aura pas beaucoup, il n'y en aura jamais plus que 21. Donc ça fait pas beaucoup. Et donc, Mm. comme Mm. tout est offre et demande, s'il y a de la demande et qu'il y a une quantité limitée, C'est le ça. prix monte. Et c'est ce qui se passe. C'est là où les cours augmentent. Forcément, Tout tout est simplement, régi ouais, par la loi de l'offre et de la demande, tout simplement. quoi Ouais. qu'il en soit. Alors, je crois, Aîné, qu'il y a un pays qui a adopté le Bitcoin comme monnaie officielle. C'est Oui, relativement récemment. c'est le Salvador que je vais aller.
visité d'ailleurs à ce titre à Pâques, qui a adopté le Bitcoin en septembre 2021 comme actif de réserve et qui a fait une belle opération parce qu'ils en ont acheté quelques milliers. Ils n'en ont pas acheté non plus comme BlackRock un demi-million, mais ils ont des moyens limités. Mais à ma connaissance, ils en ont entre 6 et 8 000 et en fait, ils en achètent une par jour, enfin un par jour. Après, je ne sais pas si on va pouvoir suivre parce que ça commence à faire cher. Mais en tout cas, ils ont adopté le Bitcoin et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lancé, ils ont demandé, enfin, ils ont fait du Bitcoin un moyen de paiement légal, donc à côté du dollar américain qui était leur monnaie depuis 2001 et qui est toujours leur monnaie. Et en fait, ça a beaucoup de sens pour le Salvador de faire ça parce que à peu près environ 7%, l'équivalent de 7% du PIB du Salvador vient de l'étranger. C'est-à-dire notamment, tous ces Salvadoriens qui travaillent à l'étranger, notamment aux États-Unis, et qui transfèrent et qui font le bonheur de Western Union et compagnie à transférer de l'argent vers leur famille qui est restée au Salvador. Et donc, avec Bitcoin, bah, Western Union, ils ne sont pas très contents parce qu'il y a des frais, mais ils sont beaucoup moins élevés que chez Western Union, sachant que les frais de transfert, transactions sur Bitcoin et les autres crypto-monnaies ont tendance à baisser, à ma grande surprise. Euh, donc, c'est intéressant. Donc, il a demandé du coup aux banques de se mettre en conformité avec le système Bitcoin. Il a acheté, enfin le pays, je parle du Salvador, ils ont introduit ce qu'on appelle un wallet, qui est un porte-monnaie numérique appelé Chivo. Donc c'est une entreprise privée qui propose ce service et ils ont crédité tous le wallet de le compte de chaque personne qui se met là-dessus l'équivalent de 30 dollars en Bitcoin pour les motiver. Il y a eu en tout cas des manifestations, des distributeurs de Bitcoin qui ont été détruits en 2021-22, des gens qui disaient qu'ils ne veulent pas entendre parler de ça, etc. Sachant qu'on peut toujours payer avec le dollar. Donc, si vous voulez vraiment pas du Bitcoin, vous pouvez aussi vous en passer. Mais apparemment, la colère est retombée, peut-être aussi parce que le Bitcoin s'apprécie, donc c'est bien. Mm. Les gens qui ont gardé peut-être leurs 30 dollars en 2021, aujourd'hui ça en vaut 60, enfin plus même, ça vaut peut-être 100 dollars. Donc voilà. Et donc Mm. ça a l'air de bien se passer, mais je pourrais faire un petit reportage moi-même en Oui, direct à Pâques parce que je vais aller voir moi-même. Ça m'intrigue, bah c'est oui, très, oui. entre guillemets, courageux et novateur Bah, il y a une rupture. de Là, on faire est ça. face à une Ah rupture, en oui. fait, quoi. Dans la En tout monnaie, cas, quoi. financièrement, ça leur profite beaucoup parce que ils ont acheté du Bitcoin à l'époque. En fait, ils l'ont acheté à la précédente bulle. Donc, il était à 50, 60. Et après, il est retombé autour de 20. Donc, les gens n'étaient pas contents. Et donc, c'était pas génial pour leurs Mm. affaires. Mais comme là, il est remonté à 100, bah, c'est la fête. Donc, et ils vendent pas. Ils achètent. Ils ont des rentrées fiscales. Ils achètent du Bitcoin. Et ils le minent même eux-mêmes. C'est-à-dire, D'accord. ils contribuent à l'entretien du système. Ils touchent des récompenses. Et donc, pour l'instant, c'est une bonne opération pour le pays. Et je suis curieux de voir ce que ça donne en vrai. Mm, mm. Alors, vous avez soulevé la question finalement de la cohabitation avec différentes monnaies. Vous avez parlé du dollar américain et justement du Bitcoin. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer un petit peu si là on est face à une réalité ou un mythe, et c'est celui de la disparition de l'argent liquide par l'arrivée justement de ces monnaies numériques. Qu'en pensez-vous? Alors, moi, je pense pas qu'il faut avoir peur de la disparition de l'argent liquide parce que la monnaie, comme tout, évolue. Et les dernières grandes évolutions de la monnaie, bah, ça a été, bon, il y a longtemps, l'arrivée du chèque, mais il y a 50 ans, les cartes de crédit, qui sont beaucoup développées avec l'e-commerce, et donc chacun se sert de ça. Et aujourd'hui, bon, on a d'autres services de paiement, les Google Pay, Apple Pay, PayPal, etc. Mais les gens continuent d'utiliser du liquide. Alors en France, c'est pas flagrant, les gens aiment bien les cartes, mais personne ne les contraint. On ne contraint pas les gens en France à utiliser leur carte ou alors le liquide. Moi, j'ai vu en Allemagne, qui est un pays très cash, et c'est pas du tout un problème en Allemagne de payer tout en liquide. Donc, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Il faut bien voir que la France, dans les 20 pays de l'Union européenne, est probablement celui qui est le plus, en tout cas un de ceux qui est le plus amateur de cartes de crédit. Mais dès que vous allez dans d'autres pays, je ne sais pas moi, si vous allez en Slovénie ou en Croatie ou en Allemagne ou en Estonie, vous verrez que les gens utilisent moins la carte qu'en en France. Et la BCE, elle est là pour s'adapter aux besoins des gens. D'ailleurs, la BCE, elle gagne de l'argent en fait quand les gens utilisent du liquide, parce que le liquide qu'on utilise, c'est la BCE qui le produit, qui le produit. Enfin, c'est les banques des pays.
hein, mais c'est indirectement la BCE. Et donc, elle a intérêt à ce qu'on utilise de l'argent liquide. Donc, je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Moi, ce D'accord. que je pense, c'est, comme avec les cartes de crédit, les gens adopteront le moyen de paiement qui leur semble le plus intéressant pour eux, et le plus pratique, et celui qui a le plus d'avantages. Et on n'est pas dans des régimes totalitaires. Donc, Hmm. si on met en place une monnaie numérique, l'euro numérique demain, et que l'euro numérique a des avantages, les Hmm. gens vont naturellement s'en servir. Et donc, tout l'enjeu est là. Donc, Alors, on c'est agite, quels sont les excusez, avantages potentiels de l'euro numérique? excusez-moi, on agite souvent les peurs quand on parle justement de nouveautés comme la monnaie numérique. Et en termes de peur, on parle souvent, je dirais, de la perte de la confidentialité. Il y en a certains qui parlent de la mise en place d'un crédit social à la chinoise parce que tout va être tracé, etc. Alors là, c'est pareil. Est-ce que c'est une réalité? Qu'en pensez-vous en termes de probabilité? Ou ça reste un pur fantasme en fait? En fait, ce que je trouve intéressant dans ce débat, c'est qu'il y a un débat. Enfin, c'est qu'il y a des gens se posent des questions, se disent à quoi pourrait ressembler une monnaie numérique, quels sont les dangers, etc. Et comme tout ce qui est nouveau, on a tendance à voir les inconvénients potentiels plutôt que les avantages. Donc, c'est au travail, c'est à des gens comme moi qui connaissent le sujet de parler des avantages potentiels. Une monnaie numérique, on peut tout imaginer avec. Bien sûr qu'on peut imaginer qu'elle soit contrôlée, qu'elle soit limitée, que les gens soient fliqués. Bien sûr, il y a l'exemple chinois. Euh, les gens, enfin, ce qu'il faut déjà dire, c'est que quand on paye par carte, on peut aussi potentiellement être tracé. Enfin, tout ce qui est numérique, tout ce qui est électronique peut être tracé par définition. Donc, si on vous soupçonne, on vous fiche S, on vous soupçonne, je ne sais pas moi, de blanchir de l'argent ou de financer des activités terroristes, je peux vous dire que la banque va coopérer avec l'État, hein. Hmm. Donc, l'État va savoir que vous avez acheté du pâté pour chat chez Carrefour, et voilà, c'est comme ça. Donc, l'euro numérique ne va pas changer ça. Euh, si on écoute Christine Lagarde, elle a parlé de fait qu'il pourrait y avoir quelques limitations. Alors, elle n'a pas du tout parlé de choses qui font peur aux gens, comme on limite la consommation en fonction de votre statut vaccinal, ou en Hmm. fonction de votre comportement citoyen, ou en fonction de votre empreinte carbone. Ouais, ouais, ouais. Déjà, il faut bien se dire que ce serait très difficile à mettre en place. Euh, Notre rapport à la protection de la vie privée est extrêmement différent en Europe par rapport à la Chine. Et donc, je peux vous dire que les Allemands sont très à cheval sur la protection de la vie privée. Je pense que les Français aussi. Et donc, je pense que la BCE marche sur des œufs, et elle le sait. Et c'est pour ça aussi que le projet prend du temps. D'accord. Le danger qu'on peut. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que Christine Lagarde a évoqué le fait qu'on soit limité au départ dans le montant des euros numériques qu'on peut utiliser, avec lesquels on peut payer. Elle avait parlé de 3 000 euros, que les comptes soient limités à 3 000 euros au départ, parce qu'il y a une phase de test et parce qu'elle ne veut pas que le système explose. Mais je pense que c'était plus d'un point de vue technique que pour embêter les gens. Hmm, hmm, hmm. Ce que je pense, c'est qu'ils sont un peu, ils ont pris du retard, et que il y a pas, elle n'a pas encore énormément de choses à dire sur le sujet. Et encore une fois, je pense qu'ils vont faire un grand. Enfin, il y a des choses déjà hein, sur le site de la BCE, mais je pense qu'on va en savoir beaucoup plus l'année prochaine, et que ça va être intéressant. Moi, la peur que j'ai, c'est que euh, l'euro numérique ne profite pas des bonnes idées qui Hmm. sont apparues avec les crypto-monnaies, et qu'on ne profite pas de la mise en place de l'euro numérique pour passer à la prochaine étape de la monnaie. Parce que après un demi-siècle, je pense qu'on peut se permettre, et l'apparition des cartes à puce, enfin des cartes de crédit, je pense qu'on peut se permettre d'envisager une nouvelle étape de la monnaie, sachant que le bac à sable géant que sont les crypto-monnaies nous montre le chemin. D'accord. Alors, justement, Enebussac, quand on parle des monnaies numériques, bien souvent, on les aborde par le biais des inconvénients. Alors, encore une fois, on voit que ça peut être aussi très fantasmé, hein. On l'a vu pour l'argent liquide, on l'a vu pour la traçabilité, etc. J'aimerais, j'aimerais que vous nous parliez des avantages de cette monnaie numérique parce que personne n'en parle en réalité. On parle que des inconvénients, des risques, etc. Quels sont, s'ils existent, quels sont ces avantages des fameuses monnaies numériques? Alors, le premier avantage, ça va peut-être surprendre les gens que je dis ça, mais c'est qu'avec les monnaies numériques, vous pourrez vraiment posséder la monnaie vraiment vous-même.
quand vous avez de l'argent liquide, on peut considérer que vous possédez l'argent vous-même parce que voilà, il est dans votre poche et voilà, il est là, il a une valeur et quelqu'un va l'accepter. Quand vous avez de l'argent sur un compte dans votre banque en ligne, vous avez juste une interface qui vous dit que vous avez une certaine créance par rapport à la banque. Mais si la banque fait faillite, vous êtes assuré jusqu'à, je crois, 80 ou 70 000 euros en France. Mais après, bah, c'est tant pis pour vous. Et dans des cas extrêmes, ce qui s'est C'est passé 100 à 000 Chypre, euros, hein. Je crois que c'est 100 000 euros, c'est 100 000 euros, d'accord, ok. je crois. Dans les cas extrêmes, comme ce qui s'est passé à Chypre en 2013, l'État peut piocher carrément dans le compte en Mm. banque des gens parce qu'ils ont des problèmes financiers extrêmement importants et du coup, bah, c'est la solution extrême. Il y a une loi de 2015 qui permet à l'État français de le faire. Hein, je ne veux pas alarmer les gens, Mm. mais Mm. les moyens numériques, suivant la manière dont elles sont conçues, hein, et je pense pas que je suis pas sûr que la BCE aille dans cette direction, mais elle pourrait être potentiellement vraiment à vous. C'est-à-dire que vous êtes, moi, par exemple, les crypto-monnaies que j'ai sur mon wallet, elles sont vraiment à moi. C'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui peux les dépenser, enfin les transférer. Personne peut aller pirater mon wallet ou donner l'ordre à mon wallet de transférer ou alors mes crypto-monnaies quelque part, ou alors les annuler tout simplement. On ne peut pas les copier, on ne peut pas non plus les annuler. On, on peut, on peut on peut pas les manipuler. Et c'est ça qui est fort. Et donc, si c'était répliqué sur l'euro numérique, déjà, les gens posséderaient vraiment leur monnaie et ce serait une avancée vers la liberté et la souveraineté personnelle sur la monnaie. Le deuxième avantage important, c'est que une monnaie numérique, comme tout ce qui est numérique, par définition, ça peut être programmé. Alors, ça ouvre vraiment tout un monde de possibles. C'est-à-dire que, et encore une fois, les crypto-monnaies nous montrent le chemin. Alors, Bitcoin n'est pas le spécialiste de la question. Hein. Bitcoin peut être programmé dans une certaine mesure, mais ce n'est pas vraiment sa spécialité. La spécialité des blockchains programmables, c'est ce qu'on appelle la deuxième génération des crypto-monnaies qui sont apparues avec Ethereum en 2015. J'ai dit 2014 tout à l'heure, mais c'est 2015. Euh, qui sont des monnaies programmables. C'est-à-dire, comme toute unité numérique, elle peut être programmée. Et Ethereum a lancé le concept de la blockchain programmable et ce qu'on appelle les smart contracts en anglais, c'est-à-dire les contrats automatisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez programmer la monnaie pour qu'elle se comporte d'une certaine manière dans certaines conditions. Donc, vous pouvez la programmer de manière générale pour toujours. Par exemple, je dis un truc tout bête, vous pouvez programmer la monnaie pour qu'elle fasse un dixième de pourcent d'intérêt par jour. Et donc, sans que vous ayez rien à faire, vous allez avoir la monnaie qui va se multiplier si vous la gardez sur votre wallet. Et vous pouvez aussi avoir programmé des paiements. Par exemple, vous pourrez programmer des choses qui sont aujourd'hui pas automatisées. Si vous avez, je sais pas moi, vous prenez le train et le train arrive en retard, il a un retard de 2h30 et à partir de 2 heures, vous devez obtenir 50% de dédommagement. Et ben, vous pouvez programmer quand vous achetez le billet de train, vous programmez la monnaie, le paiement avec un contrat automatisé qui va dire un programme va regarder l'heure à laquelle le train arrive et automatiquement, s'il est en retard, vous allez recevoir un remboursement. On peut programmer la monnaie pour que si un événement se produit, un autre événement se produit. C'est ce qu'on appelle if then en anglais. Et donc ça ouvre beaucoup de possibilités tant dans les paiements que même dans l'émission monétaire. On peut aussi programmer l'émission monétaire et ça pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est de repenser l'émission monétaire. Parce qu'aujourd'hui l'émission monétaire c'est vraiment quelque chose qui est trusté par des gens qui sont soit au gouvernement, soit dans les banques centrales et qui travaillent avec le monde de la finance, etc. Et on a une émission monétaire qui est totalement hors de contrôle, avec des générations de dettes sans limite, avec un jeu entre les monnaies qui vont c'est à celle qui va émettre le moins cher et le plus de monnaie. Ça fait longtemps que c'est le Japon qui est spécialisé dans ce jeu et qui fait que les États vont jamais se désendetter parce ils ont toujours accès à de la monnaie magique. Il faudrait revoir l'émission monétaire et ça, on peut encore une fois programmer la monnaie pour dire ben voilà, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut imaginer que votre monnaie vous apporte des intérêts, mais c'est la même chose pour tout le monde, y compris l'État. On peut imaginer, je ne sais pas moi, que quand un enfant, un bébé naît, bah, il y a la monnaie qui est générée. On pourrait lier la monnaie à la natalité. Ou alors on pourrait générer de la monnaie lorsque
des gens. Donc là, ça voudrait dire qu'on décentraliserait un petit peu le fonctionnement de l'euro numérique. Euh, Quand des gens mettent à disposition leur ordinateur pour certifier les transactions d'euros numériques, comme c'est le cas sur les crypto-monnaies. Et si vous le faites, si vous mettez votre puissance de calcul de votre ordinateur à disposition du système de l'euro numérique, vous allez obtenir des euros numériques qui vont être émis. Mhm, Et mhm, donc, on aura une émission monétaire, entre guillemets, citoyenne, c'est-à-dire vous, vous obtenez de la monnaie nouvellement créée si vous participez au système. mhm, Donc, on peut vraiment repenser l'émission monétaire via la programmation de la monnaie numérique et automatiser ou rendre beaucoup plus efficace beaucoup de processus qui sont aujourd'hui manuels. Il faut mhm. remplir un formulaire. Moi, comme mon train arrive en retard, je dois remplir un formulaire et j'ai un remboursement qui a lieu 2, 3 jours plus tard. Tout ça, il faut l'automatiser. Il faut que, après 50 ans, il faut que toutes ces choses-là, on les automatise pour pouvoir travailler sur d'autres aspects plus sociaux peut-être, ou environnementaux de notre société pour aller vers une société encore meilleure. Mhm. Alors, dans cette fonction de programmation, d'après mes connaissances, il y a la notion de paiement en temps réel et la notion de paiement au plus juste. Mhm, tout à fait. Est-ce que vous Ouais. pouvez illustrer un petit peu ces deux facettes Alors de... ça aussi, c'est très important, c'est que euh, quand vous utilisez les crypto-monnaies, c'est toujours du temps réel en fait. C'est-à-dire, si je veux vous émettre, je vais émettre un paiement à vous, avant d'émettre le paiement, il y a toujours des frais. Hein, les gens, ils ne travaillent pas gratuitement pour maintenir les systèmes des crypto-monnaies. Et si je vais émettre un paiement, on va me dire, bah voilà, si tu les mets maintenant, vu l'activité qu'il y a sur le réseau actuellement, eh ben, ça va te coûter 27 centimes. Mais si je réessaye de faire ce paiement 3 heures plus tard, peut-être que je vais devoir payer 32 centimes ou peut-être que je vais devoir payer 19 centimes. Pourquoi? Parce que tout est dynamique, tout est en fonction de l'activité du réseau, c'est l'offre à la demande. Quand je vais mettre un paiement, je demande à quelqu'un qui dédie la force de calcul de son ordinateur au maintien du réseau, de modifier le registre pour dire l'unité que je veux envoyer à Philippe, elle doit bouger de mon compte au compte de Philippe. Donc, moi, j'ai plus 26, j'ai 25, et Philippe, il a plus 31, il a 32. Voilà. Quelqu'un doit faire cette opération selon des règles très précises qui impliquent qu'il est connecté au réseau, qu'il respecte plein de règles informatiques, qu'il a son ordinateur qui est branché, et ces personnes doivent être rémunérées. Donc, c'est des choses que on voit pas du tout dans le système de paiement actuel. On a l'impression que les paiements sont gratuits en fait aujourd'hui. Quand vous payez par carte Mhm, bancaire, quand vous payez avec PayPal, etc. Mais évidemment, il y a bien quelqu'un qui gagne de l'argent derrière et mhm. c'est le gestionnaire du paiement. Et dès que vous payez pas en liquide, bah, c'est toujours un gestionnaire américain. Enfin, c'est toujours une entreprise américaine. Hein. Toutes les Donc ça peut entreprises que j'ai contribuer à citées. baisser les coûts, alors peut-être. Ah bah, ça peut contribuer à les rendre très transparents et à baisser les coûts. On peut vraiment imaginer avec la capacité à programmer les moyens numériques d'avoir des paiements qui soient extrêmement individualisés. C'est-à-dire que les prix peuvent varier en fonction, je ne sais pas moi, de l'heure du jour, en fonction de... alors, ça peut aller dans des directions qu'on n'aime pas, c'est-à-dire des choses un peu folles comme si vous avez tel ou tel âge, vous avez payé des choses différentes. Si vous avez le diabète, vous avez payé beaucoup plus cher la sucrerie. Si vous avez une empreinte carbone élevée, vous allez payer beaucoup plus cher la viande. Des choses comme ça qui ne sont pas agréables, mais tout est possible. Hein. Très Ou alors discriminatoire. Très voilà, des choses discriminatoire. C'est pas discriminatoires. trop la tendance. Non, non, c'est pas ce qu'on veut, mais je dis Et juste qu'il faut heureusement que les gens d'ailleurs. sachent que ça c'est possible. Mais des choses aussi, par exemple, un truc tout bête, vous pouvez avoir une taxe routière qui dépend euh, le poids de votre véhicule, du nombre de personnes dans votre véhicule, de la congestion dans la commune où vous êtes, de la qualité de l'air. On peut imaginer des paiements qui sont extrêmement individualisés Mhm. parce qu'aujourd'hui, tout est entre guillemets forfaitaire. Les paiements pour entrer dans la ville de Londres, ça dépend juste de votre véhicule, c'est tout. Si c'est un camion, c'est plus cher, ou un bus, c'est plus cher que si c'est une voiture, mais c'est tout. Alors que si je fais l'effort qu'on soit quatre dans la voiture, pourquoi je ne paierais pas moins cher l'autoroute? Pourquoi je peux payer l'autoroute à chaque péage alors qu'on pourrait la payer au kilomètre automatiquement si la voiture est munie d'un wallet? Les parcs-mètres, c'est pareil. Ma voiture se branche au parc-mètre et paye à la minute. L'électricité, c'est pareil. Au lieu de payer tous les mois 126 euros et en mars l'année suivante, j'ai une adaptation de mon Mhm. tarif, Mhm. pourquoi je ne paierais pas à chaque kilowattheure que j'utilise? Et Mhm. donc là, on a des monnaies qu'on appelle
en allemand, en allemand, en France, en anglais, ce qu'on appelle le money streaming, c'est-à-dire le flux de monnaie. C'est-à-dire que vous pourrez brancher le wallet de votre maison au wallet du fournisseur d'eau, par exemple, et à toutes les 10 litres, vous avez un petit paiement qui se met en place et vous avez un échange et en temps réel, vous payez votre eau ou votre électricité. Et on pourrait imaginer que le prix de l'eau ou de l'électricité varie constamment en fonction de l'offre et la demande. Et donc, vous allez être incité à peut-être consommer moins d'électricité ou d'eau à certains moments et plus à d'autres. Et vous pourrez programmer votre machine à laver pour qu'elle se mette en place, elle se mette en marche quand le kilowattheure est en dessous de 37 centimes et le litre, les 1000 litres d'eau en dessous de 4 euros. Enfin, on peut vraiment imaginer beaucoup de modèles comme ça qui vont rendre l'économie beaucoup plus dynamique, précise, juste et transparente. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une économie qui est approximative, opaque, centralisée, désynchronisée et inefficiente. Enfin, inefficiente, j'exagère parce qu'on arrive quand même à s'en sortir, mais qui pourrait être plus efficace, plus efficient. Hein. Et tout ça, on peut le faire avec des moyens numériques. Et pour moi, passer à ces moyens numériques en concertation, c'est-à-dire se mettre d'accord sur ce qu'on veut mettre en place et commencer doucement par des choses simples, c'est vraiment passer d'une économie où on est pris pour les adolescents à une économie où on est pris pour les adultes. Et c'est moi le sentiment que j'ai quand j'utilise des crypto-monnaies, c'est-à-dire à la fois, on a plus de responsabilités parce que il n'y a que moi qui gère mon argent. Je ne peux pas aller voir un service client et dire oh bah merde, j'ai fait un j'ai fait un mauvais virement. Vous pouvez le récupérer. Mais d'un autre côté, c'est mon argent et je sais exactement ce que je dois payer et pourquoi. Et ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Les coûts sont moins élevés parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que les coûts des banques centrales, etc., ils sont très élevés, mais vous ne le sentez pas directement. Vous le sentez quand vous achetez quelque chose, ils mettent 1 ou 2% ou même plus en plus parce qu'eux doivent payer les frais. Et les banques nous coûtent cher, les banques centrales nous coûtent cher. Et tout ça, ça coûte très cher. Et ce qu'il faut aussi voir, c'est que l'industrie des paiements, c'est probablement la plus grande du monde. Hein. C'est 2200 milliards de dollars par an. Donc, des choses vraiment améliorées là-dessus pour rendre les choses plus efficaces. Et ça se verra parce que on va mettre en place des nouveaux moyens de paiement beaucoup plus précis, efficaces, etc., comme j'ai dit. Et c'est pour ça que les gens vont adopter l'euro numérique, pas parce qu'ils sont forcés. Ils vont abandonner peut-être les cartes de crédit et puis l'argent liquide parce que c'est quand même pratique que votre voiture paye elle-même le parc-mètre. Vous n'avez pas à télécharger une appli, vous n'avez pas à avoir des pièces dans votre poche pour mettre dans le parc-mètre et payer par tranche horaire. Non, vous payez par minute et la voiture le fait toute seule. Des choses Alors, comme ça. effectivement, pour que je dirais les peuples européens acceptent cet euro numérique qui va certainement venir, alors on ne sait pas trop quand, 2026, 2027, 2028, peu importe, il va falloir quand même parler des avantages, encore une fois. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'on entend peu parler de ces avantages, beaucoup des inconvénients. Alors, est-ce qu'on vous a pas fait une proposition, vous, à la BCE, pour justement promouvoir le marketing du futur euro numérique, parce que vous le vendez bien finalement? En fait, j'ai essayé de rejoindre un groupe, un think tank autour de l'euro numérique. Pour l'instant, il s'est rien passé et je pense qu'ils se sont un petit peu endormis parce que aussi le projet prend du retard. Mais je pense que la BCE ne sait pas que j'existe, donc ils m'ont pas convié à participer à ça. Peut-être que grâce à vous, ça va changer d'ailleurs. Mais les avantages, donc ce que j'ai pas, l'aspect programmable de la monnaie et le fait que la monnaie vous appartient à vous vraiment, pour moi, c'est deux avantages extrêmement importants. Après, ça dépend ce qu'on en fait. Parce que on peut tous faire des erreurs et il faut aussi que quand l'euro numérique sera en place, que des choses soient mises en place pour que vous puissiez récupérer de l'argent si vous avez oublié un mot de passe ou si vous avez fait un mauvais virement. Hein, et ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Les deux autres avantages que je mets constamment en avant dans mes livres, le premier, c'est que il devient extrêmement facile avec des moyens numériques de faire des micro-paiements. Alors, ça a l'air de rien comme ça, les micro-paiements. Alors, micro-paiements, en fait, c'est des paiements en dessous d'un centime. Et on se demande, mais à quoi ça veut bien servir de faire des micro-paiements? On s'en fiche. En fait, si, parce que les micro-paiements, c'est quelque chose qui sont très importants pour ce qu'on appelle l'Internet des objets. C'est-à-dire pour en gros que les machines puissent se payer entre elles.
Alors, on pense au frigo qui commande lui-même ses courses. Bon, là, on n'a pas besoin de micro-paiement, évidemment, parce que ça coûte un peu plus cher que ça. Mais ça veut dire quoi, des machines qui puissent converser entre elles? C'est des machines qui vont se donner des ordres en s'envoyant des petits montants de crypto-monnaies. Ça va être des voitures qui vont dialoguer avec des feux ou avec des lampadaires. Ça va être des machines qui vont acheter la puissance de calcul d'autres machines. D'ailleurs, il y a une entreprise française qui est spécialisée là-dedans, qui s'appelle iExec, dont j'ai interviewé le président pour mon dernier livre. Donc, on va avoir une optimisation de la puissance de calcul parce que il y a des machines qui dorment constamment. Votre smartphone, il est utilisé au meilleur des cas à 5% de sa puissance. On a des machines, énormes machines qui font dodo et d'autres qui sont très stimulés. Et donc, on peut avoir des échanges de puissance de calcul. Et pour ça, il faut en fait des micro-paiements parce que 1 centime, c'est beaucoup dans le monde des machines. Quand on s'envoie des paiements constamment, c'est beaucoup. D'ailleurs, même les monnaies sont le marché des changes, quand les gens investissent l'euro contre le dollar, le yen, etc., on ne parle pas en centimes, on parle en pips, qui est un millième de centime, un millième d'unité, donc le dixième d'un centime. Donc, les micro-paiements, c'est quelque chose qu'on va voir, je pense, d'abord émerger sur Internet. Moi, c'est quelque chose que j'utilise déjà parce que mon Internet est doté d'un wallet, donc je peux payer avec des crypto-monnaies directement sur Internet. Euh, et donc, on va avoir la possibilité d'acheter des petites choses, de pouvoir lire certaines pages, des articles, etc., juste avec des tout petits transferts de monnaie numérique. Et le dernier avantage sur lequel j'incite, c'est le fait qu'on va pouvoir dédier des monnaies à des usages en les nommant. Et je prends toujours l'exemple de la TVA. La TVA aujourd'hui, vous payez 20 euros dans votre supermarché et le supermarché, il a une comptabilité, il va reverser la TVA à l'État à la fin du mois ou 2 mois plus tard. Et c'est quelque chose pour moi qui est obsolète, c'est-à-dire vous pourriez avoir un contrat qui split votre monnaie quand vous payez. Mm. Vous payez 20 euros, vous en avez 3, enfin 4 qui vont être directement payés dans une monnaie qu'on peut appeler FRTVA, qui va directement à l'État, et le reste qui reste sur le supermarché. Et donc, vous aurez tout de suite une attribution de la monnaie, et ça évitera d'avoir autant de fraude à la TVA, parce que la fraude à la TVA, on Mm. n'en parle pas souvent, elle est connue, c'est-à-dire des entreprises qui encaissent la TVA et qui après disparaissent miraculeusement, et elles ont oublié de reverser la TVA qu'elles ont encaissée à l'État. Donc c'est des choses comme ça qu'on va pouvoir mettre en place avec la monnaie numérique, et c'est ce que j'appelle dans mon dernier livre l'économie en temps réel. D'accord. Donc effectivement, il y a cette notion, on revient sur cette notion de temps réel et puis cette notion de transparence pour le coup. Oui, et Ah, de justesse, c'est de ce que vous avez dit tout justesse. à l'heure, de justesse. D'accord. Alors, pour terminer, pour conclure cette vidéo et Nebussac, si on fait un peu de prospective, si je vous laisse la parole sur la prospective, comment enfin, vous pourriez imaginer le monde, la cohabitation de ces fameuses monnaies de manière générale d'ici, allez, 15, 20 ans. En fait, dans le monde des monnaies est comme les autres, c'est-à-dire quand une nouvelle technologie, une nouvelle idée émerge, elle ne s'impose pas tout de suite et elle utilise les canaux des autres de l'idée précédente avant de s'imposer elle-même. Par exemple, les voitures, elles ont au début circulé sur des routes en terre ou en pavé qui étaient faites pour les chevaux. Le gaz, l'électricité, elle utilisait au début les réseaux qui étaient utilisés pour le gaz avant qu'on les optimise pour l'électricité. Les monnaies numériques, c'est pareil. Elles utilisent en fait, on cote le bitcoin en dollars ou en euros, et toutes les crypto-monnaies aussi, parce que c'est les monnaies avec lesquelles on paye dans la vie de tous les jours et avec lesquelles on paye aussi nos impôts. Donc, euh, je pense que les monnaies numériques, la question c'est de savoir si elles vont apparaître en Europe, enfin l'euro numérique, parce qu'il y a déjà le yuan numérique qui existe depuis 2020 en Chine, pour votre information. Il y a des tentatives par-ci par-là, la Suède, le Nigeria, les Bahamas, enfin des pays qui essayent de mettre en place aussi des monnaies numériques à leur échelle. Euh, Moi, je pars du principe qu'on va avoir un euro numérique, mais il va être retardé, donc peut-être à la fin de la décennie. Euh, à quoi va-t-il ressembler? Ma peur, c'est que ce soit juste une réplique de l'euro tel qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire avec une émission monétaire et une fixe opaque
et centralisé, et une fixation des prix aussi opaque et centralisée comme on l'a aujourd'hui. Et pour moi, ce serait dommage, en fait, parce que on a les moyens de passer à une étape Mm. supplémentaire de la monnaie, mais ça veut dire pour ça que des gens doivent un peu abandonner leur pouvoir et laisser le marché faire, en fait. Avoir l'humilité de dire la meilleure entité capable de fixer le prix de la monnaie, c'est le marché. Et s'accaparer l'émission monétaire, bah, c'est un peu comme si je jouais au Monopoly avec vous et vous avez la banque et vous pouvez vous servir dans la banque autant que vous voulez. Je ne peux Mm. pas gagner. Mm. Donc, c'est ça le problème. D'accord, mais Donc, ce que je comprends, c'est que quoi qu'il en soit, vous imaginez une cohabitation entre ah oui, oui. différents types de monnaies et nullement, je dirais, l'hégémonie de la monnaie numérique qui va venir se substituer à toutes les autres. Non, non, je pense pas parce que les gens sont différents, ils ont des attentes différentes, des modes de vie différents, et c'est tout à fait normal. On est dans une démocratie, chacun peut s'exprimer, et chaque type de monnaie aura des avantages ou des inconvénients. C'est pour ça qu'à mon avis, il faudrait lancer l'euro numérique et le doter d'avantages comme ceux que j'ai énumérés, Mm. le fait de pouvoir programmer des choses, de pouvoir payer de manière plus transparente et juste des choses. Ça va prendre du temps, c'est des grosses machines, hein, évidemment, mais bon, lancer l'euro numérique pour faire la même chose, à la Mm. limite, que ce qu'on a actuellement, je vois pas l'intérêt en fait, parce que si on demande aux gens, je pense que les gens sont globalement satisfaits de leurs moyens de paiement, hein. Et parce qu'ils ne voient pas les coûts, ils ne voient pas toute la grosse machine qu'il y a derrière. Vous avez l'impression de payer quelque chose tout de suite, mais en fait, le paiement, il se réalise 2 ou 3 jours plus tard. Mais il y a juste une première confirmation qui est renvoyée au supermarché pour dire oui, c'est bon, il a l'argent. Mais le paiement, de fait, n'a lieu que quelques jours plus tard. D'ailleurs, vous le voyez quand vous faites un virement SEPA, ça prend au moins un jour. Et ça, Mm. pour moi, c'est obsolète. Enfin, donc, je pense que tous ces moyens de paiement vont cohabiter, de même que le gaz cohabite encore avec les. Enfin, le gaz est bien, hein, je ne critique pas le gaz, hein. Bon, il y a plus beaucoup de gens qui voyagent à cheval, hein, ça il faut le Non. dire, ça a fini par partir. Mais de même qu'on a 3 strates d'Internet qui cohabitent, Internet, le Web 1, le Web 2, le Web 3, on a 3 strates de blockchain qui cohabitent. Et l'énergie, c'est pareil, l'énergie nucléaire n'a pas remplacé le charbon, il y en a encore. Donc, les monnaies numériques vont arriver, mais elles prennent du temps, surtout dans des grosses machines comme les États-Unis ou l'Europe. Et de toute façon, aux États-Unis, je pense que ce ne sera pas sous Trump, mais elles vont arriver. Peut-être aussi parce que la Chine veut nous montrer que ça les rend plus compétitifs à avoir un yuan numérique, mais il ne faudrait pas qu'on prenne les mauvaises idées aussi de la Chine. Mais je ne pense pas qu'on le fera parce que ce n'est pas dans notre nature. Et que donc ces 3 types de monnaies vont cohabiter. Donc les moyens électroniques qu'on a aujourd'hui, le cash et les moyens numériques. Et je pense que les moyens numériques vont finir par s'imposer si elles sont bien faites, c'est-à-dire si elles apportent des avantages aux gens et que les gens vont dire oui, bon, c'est quand même beaucoup plus pratique que de payer comme avant, forfaitairement, de manière opaque et lente et avec des frais, etc. Les moyens numériques, c'est quand même plus pratique. Et c'est à nous, en tout cas qui sont en train de créer ce système, de faire en sorte qu'il soit Mm. pratique, qui soit entre guillemets sexy. Mm. Je dis pas que c'est facile, mais c'est tout à fait possible. Et on a un bac à sable géant pour ça, qui sont les crypto-monnaies ou des bonnes idées à prendre, ou alors dans mes livres, par exemple. Alors justement, pour terminer, pour conclure là-dessus, alors vous écrivez des livres, hein, je crois que vous en avez écrit trois au total, Ouais. me semble-t-il. Vous enseignez, vous faites des conférences, etc. Et est-ce que vous avez l'idée de créer une chaîne YouTube? Ah, j'aimerais beaucoup faire ça. J'aimerais beaucoup créer une chaîne YouTube pour réagir au thème de la monnaie, aux monnaies numériques, et puis pour en fait informer les gens, parce que les conférences que j'ai pu faire récemment, par, par exemple en novembre à Hénin Beaumont en septembre à Arras, j'ai vu qu'il y avait vraiment Hmm. un vrai appétit des gens pour ces sujets. Pas forcément pour gagner de l'argent, mais aussi parce que je pense que chacun comprend que la monnaie, c'est fondamental et que la monnaie peut être, comme toute chose, bonne ou mauvaise, bien conçue ou mal conçue, et qu'on commence à se rendre compte, en particulier avec l'euro, qu'il y a des choses qu'on peut améliorer. La monnaie, c'est fondamental, c'est la moitié de l'économie. Donc si on a une monnaie qui est pas optimale et qui nous qui nous pénalise, comme c'est le cas de l'euro, il faut réagir. Et moi, c'est par là d'ailleurs que je commencerai. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse. C'est pour ça que je vais profiter des fêtes là pour lancer mon canal lentement mais sûrement, parce qu'il y a vraiment des choses à faire. En parallèle, je suis aussi en train de créer
société pour ceux qui souhaitent investir dans la finance décentralisée, mais qui ne veulent pas mettre les mains dans le cambouis parce qu'en fait, c'est assez technique. Mais la finance décentralisée, en fait, ça vous permet, tout comme Airbnb vous a permis de devenir un hôtelier, Mm. la finance décentralisée, ça vous permet de rendre des services bancaires vous-même. C'est-à-dire de mettre des capitaux à disposition pour que des gens puissent faire des échanges de monnaie. Et donc, vous êtes rémunéré en fonction de ça. Vous pouvez prêter de l'argent directement à d'autres, vous pouvez permettre à d'autres d'investir, de faire des échanges de monnaie avec votre argent et vous gagnez bien sûr des frais de transaction quand les gens le font. Et donc, il y a des choses assez intéressantes à faire. Moi, ça fait des mois que je suis dessus, j'ai mon premier client. Et donc là, je suis en train de lancer ça parce qu'il y a vraiment du potentiel et je pense que c'est que le début. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cet entretien. Beaucoup d'enseignements, bonne continuation et puis bonne chance pour le lancement de votre chaîne YouTube. Donc, fin d'année a priori. Fin d'année, début Oui, d'année. ce sera pour janvier du coup, parce que je vais préparer ça Génial. pendant les fêtes. Et puis ce sera pour. Moi, je crois beaucoup en fait, je suis un peu superstitieux dans les nouvelles années, les, les promesses qu'on peut se faire. Les Et donc, cycles de changement, en fait. ouais, ouais, je pense que 2025 va être extrêmement intéressante parce que il y a eu l'élection de Trump, le marché des crypto-monnaies et la finance décentralisée évolue vite. Et moi, comme ça fait depuis 2017 que je travaille sur ces sujets, je sens que les choses sont en train de s'accélérer D'accord. et c'est extrêmement intéressant. Très bien. Eh bien, encore merci, Aîné. Et puis, bonne continuation et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, Philippe. À Au bientôt. revoir. Au revoir.